Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, 60 000 $ remis au projet communautaire de l'école C. Rodolphe Forget. Le maire de Baie-Saint-Paul fait le point sur les dossiers en cours. Une nouvelle cidrerie lance une première cuvée aux éboulements. Retour sur les différents mandats de la MRC de Charlevoix avec le préfet Pierre Tremblay. Où en est la campagne de financement et à quand l'inauguration officielle de l'Aréna Luc et Marie-Claude? Des résultats de sondage inquiétants pour le syndicat du personnel de soutien des écoles en Charlevoix. Et le Fonds des sinistrés reçoit un autre gros montant grâce au bingo de la solidarité. Bonne émission! Vous avez peut-être remarqué de nouveaux bacs jaunes devant l'école Forget dernièrement. Il s'agit seulement d'une petite partie d'un grand projet de développement durable nommé communautaire, pour lequel la Ville de Baie-Saint-Paul investit 60 000 $ sur 5 ans. Voici notre reportage. Je crois qu'en 2023, ça fait pleinement son sens et c'est un incontournable de parler de développement durable et même de l'appliquer, ce concept, puisque le développement durable, on en parle de plus en plus et plus on en parle jeune, bien plus on est en mesure de mettre en place ce concept-là et de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Vous êtes de jeunes citoyens, lorsque vous allez grandir et que vous allez aller au secondaire, c'est des comportements que vous allez répéter. Après ça, vous allez le répéter au cégep, à l'université et même rendu dans votre vie citoyenne. Puis bien honnêtement, quand j'étais à l'école Forget, j'aurais bien aimé qu'on ait ce type de projet-là et moi aussi d'avoir les deux mains dans la terre et de travailler là, à venir au potager quotidiennement ou encore quelques jours par semaine. C'est à une foule d'élèves de l'école C. Rodolphe Forget que le maire et le directeur de l'Acte Valémont s'adressent lors de cette remise de chèques pour le projet communautaire. On est très content aujourd'hui de souligner la participation de la Ville de Baie-Saint-Paul au projet communautaire. Vous allez en apprendre beaucoup, oui, avec notre potager, mais avec tous les projets où est-ce que vous allez pouvoir faire de la cuisine, participer avec des gens de la communauté, d'aller rendre visite à des agriculteurs, par exemple. Bref, un projet pour travailler la transition écologique, le développement durable, des ateliers culinaires, donc des compétences, comme M. le maire a nommé, qui sont porteurs de sens pour nous. C'est un montant de 60 000 $ sur 5 ans qui est remis par la Ville de Baie-Saint-Paul pour supporter ce projet aux multiples valeurs de développement durable qui s'intègrent au cursus scolaire des élèves du primaire. Ça inclut la gestion du projet, ça inclut la terre, ça inclut, vous voyez les bacs qui sont derrière nous, il a fallu des sous quand même pour financer la construction de ce projet-là. Fait que c'est sûr que c'est un peu tout ça que ça couvre, ces frais-là. Une cohorte de 3 classes a servi de pilote l'an passé pour être augmentée à 10 cette année, ce qui a créé un réel engouement dont l'objectif est maintenant de l'étendre à l'ensemble des classes. Le projet, de la façon que nous l'avons construit pour chacun des degrés scolaires, les élèves, par exemple, de première année vont vivre des apprentissages qui leur seront propres à eux. Ensuite, en deuxième année, troisième année, d'autres apprentissages jusqu'à la fin de leur cursus primaire. Première année, ce sera les fleurs. Deuxième année, ce sera les fruits. Troisième année, ce sera les 3 sœurs, la courge, maïs, haricots. Quatrième année, légumes de conservation, etc., etc. Donc, chaque année, on bâtit sur quelque chose qu'on a construit l'année d'avant, sur les notions de science aussi qui évoluent d'une année à l'autre et sur les notions d'univers social, même chose. La coordonnatrice du projet, Marie-Sophie Bertrand, souligne la grande ouverture du personnel scolaire devant son initiative, qui sera aussi bénéfique pour les enfants que pour les enseignants. Pour les enfants, c'est que ça vient rendre concret les apprentissages qui sont vus dans le cursus de l'École québécoise, dans le programme de formation, de par le fait, par exemple, en troisième année, qu'on aborde les Algonquiens, les Iroquois. Bien là, on fait le lien avec les 3 sœurs, donc ce que Marie-Sophie parlait tout à l'heure, les courges, le maïs. Fait qu'on fait un lien justement avec sur leur alimentation à ce moment-là, à cette époque-là, en 1500. Fait qu'on est capable de faire un parallèle avec le programme de l'École québécoise versus le projet. Fait que ça vient installer des concepts, des apprentissages pour les enfants. Puis pour les enseignants, bien, ça vient aussi être un facilitateur, si on veut, de par le programme à enseigner, de pouvoir faire des liens avec le projet. Fait que ça rend ça encore plus simple, si on veut, pour installer ces apprentissages. Finalement, la communauté plus large sera bien sûr aussi touchée par le concept qui a déjà sollicité la participation de plusieurs organismes, entreprises, agriculteurs ou chefs cuisiniers de la région. Le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, nous présente un dernier bilan des différents dossiers en cours avant les vacances. Martin Ouellette l'a rencontré.
Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'Hôtel de Ville aujourd'hui. On va faire le tour des dossiers. Hein? Le printemps achève et puis on va changer de saison. C'est passé beaucoup de choses durant le printemps. Je vous propose d'abord de commencer avec des dossiers liés, je dirais, à la vie normale de Baie-Saint-Paul. Parlons un peu de ce qui s'en vient là, dans les autres dossiers. On va parler bien sûr des inondations, là, mais parlons un peu des autres dossiers pour commencer, pour changer un peu. Ça va faire changement. Parmi les grands dossiers qu'on a vus dans le courant de la dernière année, il y a tout le dossier de l'habitation, de la pénurie de logement. Il y avait peut-être des annonces qui s'en venaient, des choses qui vont se faire. Est-ce que vous pourriez me faire le point un peu sur est-ce que ce dossier-là a avancé là, dans les derniers mois, le dossier de toute la question de l'habitation à Baie-Saint-Paul? Oui, bien, le dossier d'habitation, du logement, on en parle depuis qu'on est en mandat. Oui. On en parlait même en campagne électorale. Et c'est un dossier qui est porteur et qu'on veut continuer de mettre de l'avant. Je vous cacherai pas qu'avec les inondations, la problématique de manque de logement s'est accentuée à Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, c'est clair qu'on travaille vraiment avec les promoteurs d'une première part. Il y a différents promoteurs qui ont des projets de création de logements à Baie-Saint-Paul. On a vu des annonces dernièrement, là, des gens qui sont à la vente là, de terrain, tout ça. Il y a des dérogations qui se donnent, tout ça. On a le projet des moissons qui va avoir quand même plusieurs logements. On a une phase de la Bonne Étoile aussi là, qui est en train d'être en construction. Il y a les promoteurs également. Tout ça est à moyen terme, Monsieur le maire. On a l'impression qu'à court terme, c'est serré. Il n'y a pas de dossier qui aboutisse. Là. Oui et non, parce que des logements, ça se bâtit pas en criant ciseaux. Et même si je dis aujourd'hui on bâtit des logements, il faut être réaliste, ils ne se bâtiront pas d'ici une semaine. Donc, ça prend quand même des délais. Et présentement, il y a des logements qui se construisent au moment où on se parle. On voit les chantiers de construction qui sont débutés là, juste aux abords là, de la Bonne Étoile. Donc, les logements devraient être prêts à être habitables pour le temps des fêtes. Donc, c'est quand même un délai, je vous dirais, en construction qui est à court terme. Maintenant, c'est clair qu'à moyen terme, on est en train, il va y avoir des annonces qui s'en viennent. Là, la Ville a un projet en partenariat d'un organisme à but non lucratif qui pourrait avoir là, du logement abordable à Baie-Saint-Paul. Les modalités sont à préciser. On est en discussion là, avec la ministre de l'Habitation. Donc, à moyen et long terme, il y a des perspectives présentement sur le dossier. Ça va bouger sur l'habitation. Bien, moi, je vous dirais, à court terme, il y a quand même quelques logements pour d'ici le temps des fêtes. Oui. À moyen terme, c'est sûr que d'ici 1 an ou 2, je pense que le nombre de logements sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul va être quand même assez abondant. On va le voir avec le développement des moissons. Il va y avoir plusieurs unités qui vont être disponibles d'ici un an. En location. Et avec le projet que la Ville a, on a déjà rencontré à quelques reprises la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Donc, il y a des annonces qui s'en viennent pour une coopérative ou quelque chose qui ressemble à ça. On travaille. C'est sûr que c'est conditionnel à de l'aide gouvernementale, mais on travaille d'arrache-pied avec le gouvernement et on est quand même assez confiant d'arriver avec quelque chose pour répondre aux besoins des citoyens de Baie-Saint-Paul. En terminant sur le dossier de l'habitation, est-ce qu'on a vu les impacts de vos nouvelles réglementations quant à l'hébergement touristique? Les rumeurs disaient qu'il y avait une centaine de personnes qui exploitaient sans permis. Est-ce qu'il y a des nouveaux appartements? Savez-vous s'il y a des nouvelles offres d'habitation qui sont revenues sur le marché en resserrant les normes au niveau de l'habitation touristique? Pour l'instant, je ne pourrais pas vous mentionner. C'est sûr que notre législation qu'on a mise en place, c'était vraiment pour s'assurer de la qualité de vie sur le territoire, que les gens n'aient pas à changer à chaque semaine de Et l'obligation d'obtenir des permis. Oui, et l'obligation. Oui. Cependant, est-ce qu'il en reste des clandestins? Je pense que oui, malheureusement, mais ça marche souvent par dénonciation. C'est clair que je n'ai pas du personnel à la Ville pour aller dans toutes les maisons avec des longues vues et de regarder est-ce que c'est un hébergement. Mais on ne sait pas non plus quel est l'impact de ces gens-là, des logements qui sont revenus sur le marché locatif. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, mais je pense que dans les prochaines années, c'est là qu'on va le voir vraiment de la façon que ça va se préciser, puisque là, il y a des gens qui viennent à la Ville qui veulent opérer ce type d'hébergement, de la location touristique. Et là, on leur dit, bien, c'est désolant, mais dans votre territoire, c'est limité, c'est contingenté. Il n'y a pas de place pour avoir un permis supplémentaire au moment où on se parle. Donc, on est quand même en train... Je vous dirais que c'est comme si, là, il y en a qui marchaient sous droits acquis. Là, on a vraiment là, mis la barre et on ne donnait pas de permis supplémentaire. Mais pour les prochaines années, bien, je crois que c'est plutôt des personnes qui vont se faire dire non lorsqu'ils vont vouloir obtenir un permis supplémentaire. Mais le but n'était pas seulement de dire, on part, exemple, je vous donne un chiffre, de 300 permis actuellement, et là, on descend à 200. Ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif était de dire, on a une photo actuellement, et il ne faut pas continuer dans cette voie-là. Il faut faire en sorte qu'on soit capable d'être contraint, et surtout dans le périmètre urbain, puisqu'il reste encore de la place dans le secteur rural. C'est vraiment surtout dans certains secteurs ruraux de Baie-Saint-Paul, ce n'est pas dans tous les secteurs, mais ce qu'on voulait, c'est qu'au périmètre urbain, qu'on ne soit pas obligé de donner des permis supplémentaires.
Tout de suite, je vous enchaîne ça sur les chantiers qui sont prévus, là, des chantiers routiers. On a beaucoup parlé du chantier de la 138 l'an dernier. C'est terminé, ce chantier-là? Bien, dans l'ensemble, c'est clair que tout ce qui était vraiment la il reste l'aménagement paysager. Il reste l'aménagement paysager, exact. Et en même temps, là, plus au niveau du pont là, qui est aux abords là, du motel Cascade et du Hyundai Jean-Roch-Thibault, il va y avoir des travaux de plus faible envergure. Le chantier est terminé à 90, 95 oui, on est là-dedans? Là, on est vraiment, tout ce qui était vraiment la partie pavée, la partie là, sur la route. Cet été, on va voir au niveau de la bretelle sur le pont, là, qu'il reste des travaux, mais sinon, je vous dirais que 90 des travaux sont terminés. Est-ce que le chantier de la rue Leclerc va débuter cette année? Non, le boulevard Leclerc, il y a eu du retard qui a été pris. On sait que la 138 a été retardée également. Donc, on est en discussion actuellement sur les croquis. On a des discussions avec Transport Québec, puisque c'est en cohabitation, là, la Ville et le ministère des Transports. Il faut se rappeler sur le boulevard Leclerc, tout ce qui était les infrastructures qui sont souterraines. Donc, quand on passe le réseau d'aqueduc qui passe sous la route, ça relève de la Ville, et ce qui est le pavage, tout ça relève du ministère. Donc, on est en discussion présentement avec le ministère. On est avec différents croquis d'aménagement. On va consulter des citoyens. Pour l'an prochain, M. le maire? Si tout va bien, je vous dirais 2026. L'été 2026, là, pas avant ça, c'est quand même gros. Le ministère doit aller avec des appels d'offres. Il doit y avoir encore des plans et devis. On devrait faire une présentation publique aux citoyens bientôt, là. Parlons maintenant du gros événement du printemps. Ça a été un peu le baptême de feu pour le jeune maire que vous êtes. J'aurais une première question qui est un peu plus au niveau de l'actualité. Le coroner en chef vient de déclencher une enquête publique sur la mort des 2 pompiers volontaires à Saint-Urbain. Quelle réflexion ça vous amène sur l'ensemble des forces des pompiers volontaires et puis des ressources que l'on a pour faire face aux événements? Parce que le coroner va quand même enquêter sur les méthodes, sur l'importance de ces corps de métier-là. Quelle réflexion ça vous amène? Bien, c'est clair que les pompiers, qu'ils soient des pompiers là, à temps partiel, j'aime moi l'expression volontaire, puisque je me dis qu'ils sont à temps partiel, ils font des heures, tout ça. Donc, ils sont salariés. C'est ça, ils sont salariés, c'est pas des bénévoles. Ils ont une formation qui est quand même un tronc commun, qui est le pompier 1, là, qui est communément appelé et qui est le même partout au Québec, là. Et ça nous rappelle que ces gens-là font un boulot qui n'est pas facile, un boulot qui est à risque, et on sait jamais comment ça va finaliser une intervention, tout ça. Et je pense que l'enquête publique qui a été là, ordonnée par la coroner en chef va permettre de voir est-ce que dans toutes les spécialités, tout ça, la formation est adéquate lorsqu'on parle de sauvetage. Ça va permettre de faire la lumière en même temps. Et il y a d'autres enquêtes également de la CNESST. Il y a plein de choses, je ne rentrerai pas dans les détails et je n'ai pas tous les détails non plus. Ce n'est pas à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, mais ça va permettre, je pense, de vraiment valider certaines choses, puisque d'être dans un feu et de procéder à l'extinction d'un incendie versus de faire un sauvetage qui peut être nautique ou des choses comme ça, c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Donc, je pense que l'enquête de la coroner en chef va permettre de faire la lumière sur les événements et par la suite, on commentera peut-être plus, mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres commentaires à faire à ce niveau-là. Toujours dans les suites là, des dossiers de l'inondation, est-ce que vous êtes satisfait de la vitesse de réponse actuellement que l'on donne aux gens qui ont été sinistrés par les inondations? Trouvez-vous que la vitesse de réponse est adéquate actuellement? Moi, je crois que oui. C'est sûr que si je me mets à la place des sinistrés, eux, c'est clair que c'est épouvantable ce qu'ils vivent. Hein? Ils n'ont plus de maison pour Ils n'ont plus de maison, il y en a qui n'ont plus de véhicules, il y en a qui ont tout perdu, il y en a qui sont relocalisés, qui sont chez des amis, donc ils n'ont même plus de chez soi, l'intimité, tout ça. Et de l'incertitude. Hein? Lorsqu'on vit ce type d'événement, une journée, ça paraît une éternité. Hein? On se dit, ça fait... On ne sait pas combien, on ne sait pas quoi. Il y a des choix de vie qui vont être faits suite aux résultats. Exact. Et il y en a qui vont devoir quitter, il y en a d'autres qui vont devoir refaire la maison. C'est de grandes questions. Il y en a qui c'était des maisons aussi qui ont appartenu à leurs parents, à leurs grands-parents. Il y en a qui étaient dans cette maison-là depuis 80 ans, tout ça. Donc, c'est quand même des gros choix, de grosses décisions à prendre. Mais lorsqu'on regarde... Un mois après, on est dans un mois après l'événement, là, vous jugez ça comment, la vitesse? Moi, je pense que ça va très bien, puisque là, si on regarde dans des municipalités où qui ont eu des situations qui sont similaires, pas identiques, puisque il y a chaque situation qui a ses similarités, oui, mais il y en a qui ont des différences. Et si on regarde dans des municipalités qui ont vécu des événements similaires, il y en a qui ça a pris entre 2 et 4 ans avant d'avoir les réponses. Où on doit aller, est-ce qu'on peut se reconstruire, tout ça. Et là, au moment où on se parle, d'ici les prochaines heures ou les prochains jours, il y a des premiers permis de construction ou de rénovation qui vont être émis par la Ville. Donc, c'est quand même un mois après, je crois, un très bon délai. Les premières évaluations des experts mandatés par le ministère ont débuté le 11 mai.
Donc, le temps que les évaluations s'effectuent, on parle d'un délai de 14 jours autour lorsque l'inspecteur passe pour recevoir le certificat de dommage. Donc, ça nous met à la fin mai, tout cela. Et là, on est au début juin. Là. Donc, je pense que c'est quand même une bonne vitesse. Est-ce qu'on sait combien de dossiers ont été ouverts? Combien de demandes là, de visites d'inspecteurs ont été faites sur les territoires inondés? Le total des demandes, on est rendu à combien? Il y en avait plus de 200 qui ont été visités. On s'attend autour de 300. Hein. C'est le chiffre qu'on a un petit peu plus de vue des gens qui ont fait des demandes de certificats d'évaluation de dommages. Cependant, aux alentours de 300. Aux alentours, mais on n'a pas le chiffre exact dans certains secteurs, puisqu'il ne faut pas oublier que oui, l'épicentre majeur, on parle de la rue Saint-Joseph, de la rue Ménard, il y a le secteur aussi Saint-Pierre, le secteur de la rue Morin, Clarence-Gagnon, mais il y en a qui ont eu des dommages qui sont beaucoup plus modestes, mais dans certains autres secteurs plus ruraux de Baie-Saint-Paul, donc je pense à Saint-Jérôme, le chemin Louisbourg, les Hauts-Cochons, il y en a qui ont eu des entrées brisées à Saint-Antoine-Nord. Donc, il y a d'autres secteurs et tout le ministère fait en sorte de les mettre dans le même chiffrier. Donc, c'est vraiment tous mis ensemble. Mais pour l'instant, on parle d'une quinzaine de certificats de dommages déjà qu'on a reçus à la Ville, qui sont en analyse par nos professionnels et dont on devrait émettre des permis quand même dans les prochaines heures. Donc, oui. Et ça s'accumule de semaine en semaine. Oui, de semaine en semaine, on les reçoit. Et cet été, on va faire les analyses, les émissions de permis. Là, à chaque fois qu'on va en recevoir, le comité consultatif d'urbanisme est avisé qu'il va siéger cet été. S'il y a des demandes de démolition, le comité de démolition également. Le but n'est pas d'entrer dans la bureaucratie, de laisser tomber nos citoyens. Donc, on va mettre en place la machine pour qu'on puisse accompagner nos citoyens. On est au Québec, on connaît nos situations climatiques, on sait que ce n'est pas en mois de janvier qu'on peut reconstruire une maison. Donc, on est en saison estivale dans quelques jours et on va faire en sorte de favoriser le plus possible nos citoyens pour qu'ils puissent débuter leur réparation là, durant les mois d'été. Pourriez-vous rapidement nous expliquer qu'est-ce qui va faire qu'on va reconstruire, que la Ville va émettre un permis, que la Ville n'émettra pas de permis pour certaines reconstructions? Il y a différents barèmes qui doivent s'appliquer. Comment vous voyez ça d'un point de vue urbanistique? La Ville va redonner des permis dans des zones inondables ou pas? Comment se fait la réflexion là-dessus? Pouvez-vous nous expliquer un peu la mécanique? Là? Je vous dirais que c'est 3 mots, cas par cas. C'est vraiment, chaque situation est unique. Nous, il faut se guider avec le certificat de dommage qui a été mis par le ministère de la Sécurité publique. Donc, lorsqu'on reçoit ça, nous, ça nous parle. Hein? Et là, ça vient de nous mentionner, est-ce qu'on parle de 50 de dommages? Est-ce qu'on parle d'une perte totale? Est-ce qu'on parle de 20 de dommages? Présentement, les certificats qui sont reçus, on nous parle plus de dommages qui sont plus modestes que ce qu'on aurait pensé. Donc, qui sont réparables. Qui pourraient être réparables pour la grande majorité. Maintenant, le gouvernement du Québec est déjà en collaboration avec la Ville pour travailler à regarder les différents programmes et nous envoyer des experts pour analyser les murs, la digue, la rivière. Est-ce qu'on doit rehausser les murs? Est-ce qu'on doit les réparer? Est-ce qu'on doit mettre, par exemple, des pales planches? Est-ce qu'on doit faire un bassin de rétention sur la rivière pour ralentir la rivière? Est-ce qu'on doit changer de la configuration? Donc, on a différents spécialistes qui vont nous accompagner pour regarder les différentes solutions à mettre en place pour faire en sorte de sécuriser nos citoyens et que si on doit revivre une crue des eaux de cette importance, bien qu'on n'ait pas les conséquences qu'on a connues le 1er mai dernier. Mais tout ça, nous, lorsqu'on prend des choix, c'est en fonction des mesures, tout cela. Mais comme je vous dis, c'est vraiment du cas par cas. C'est pas parce que le voisin va avoir un oui que nous, on va avoir un non. Il faut vraiment y aller au cas par cas. Et c'est quand même des situations légales. On doit se guider avec la jurisprudence. Et on comprend bien, le premier ministre l'a mentionné, chacun va avoir à assumer ses responsabilités. Tu veux reconstruire au même endroit, tu n'es pas assurable et tu n'es pas admissible au prochain programme d'inondation non plus. Donc, il y a vraiment des gens qui vont être placés face à des choix aussi sur lesquels vous allez ensuite vous prendre acte. Mais comme je vous dis, c'est vraiment du cas par cas et le ministère de la Sécurité publique qui gère tout le volet indemnité. La Ville gère l'émission de permis en fonction de différentes normes politiques, procédures, mais tout ce qui touche le volet des indemnités, ça relève du gouvernement du Québec. Et c'est pas tout le monde qui peut se voir offrir une aide financière, dépendamment, encore une fois, du certificat de dommage. Si les dommages ont été plus modestes, dépendamment de tout ça, le ministère ne dira pas nécessairement, bien vous, je vous paie pour sortir une grosse indemnité pour dire je quitte ma résidence, je vais me reconstruire à autre place. Il y en a qui... Ou c'est la dernière indemnité que je vous verse. Bien, ça peut être ça, ou il y en a que ça va être, bien, on vous donne de l'argent, les travaux ont été, exemple, d'un tel montant, donc vous avez de l'argent, vous réparez votre maison, et si vous voulez quitter, bien, vous devez la revendre par la suite. C'est pas tout... Comme je vous dis... C'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas, c'est pas de résumer, de dire, vous avez le choix, est-ce que vous vous reconstruisez là ou est-ce que vous partez? Si vous désirez de vous reconstruire,
le gouvernement paie la reconstruction. Si ça revient, le gouvernement ne paie plus. Et si vous voulez partir, on vous donne un chèque et vous décidez de quitter dans un autre endroit de la ville. Ça ne se résume pas comme ça. Comme je vous dis, c'est assez complexe. C'est pour ça que ça prend du temps aussi. Si c'était si facile qu'on vient de le dire, les permis auraient été octroyés le lendemain et on aurait dit, bon, qui veut partir, levez la main, qui veut rester, levez la main. Donc, c'est quand même un contexte légal et on doit s'assurer de bien faire les choses. Donc, ça explique les délais et on doit faire en sorte de travailler pour le futur également. Une des préoccupations qui émergent actuellement, c'est la qualité de l'air dans les secteurs qui ont été inondés. On sait que la boue était contaminée. À quel niveau, ce n'est pas encore déterminé, mais on sait que cette boue-là est quand même peut-être nocive pour l'environnement, pour la santé. C'est des situations qui nous ont été là, véhiculées, qui nous ont été adressées, des problématiques qu'on a prises en compte, qu'on a pris acte. Donc, on est à regarder qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là. C'est adressé, ça va être analysé. C'est clair que ce n'est pas nécessairement une question de mauvaise foi que la Ville ne veut pas intervenir, c'est qu'on doit regarder jusqu'où la Ville peut aller. C'est des propriétés privées et la Ville a quand même des limites au niveau des ressources. C'est pas comme si j'avais des spécialistes en environnement, des choses comme ça. Donc, il faut regarder qu'est-ce que la Ville peut faire et il y a quand même des partenaires à ce niveau-là avec qui on travaille. Et ces situations-là de la qualité de l'air sont adressées. Dans les dernières heures, on me demandait là, si on pouvait procéder à du balayage de rue plus fréquemment. Donc, j'ai demandé à nos équipes des travaux publics là, d'assurer le balayage des rues plus fréquemment. Donc, il y a le balai mécanique qui va passer là, dans un horaire là, plus rapide, donc une fréquence plus rapide, pardon, mais comme je vous dis, il faut vraiment analyser qu'est-ce qu'on peut faire là, pour la qualité de l'air et si la Ville peut le faire ou si d'autres partenaires, on va faire en sorte de mettre des mesures. Mais pour l'instant, la situation nous est adressée et on est à regarder qu'est-ce qui peut être fait. Un gros chantier pour l'automne, en tout cas, vous attend, puis pour les prochains mois, suite à ces inondations. Pour terminer cette entrevue, j'aurais une question pour vous. On a beaucoup travaillé avec le plan de mesures d'urgence dans les dernières semaines à la Ville de Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'on serait prêt en situation de feu de forêt? Bien, je vous dirais que c'est sûr que c'est deux situations qui sont complètement différentes, mais lorsqu'on gère une situation d'urgence, hein, tout est la question du leadership. Et je pense que la cellule de crise qu'on a mise en place dans la question des inondations nous a prouvé qu'on était capable de travailler en équipe et qu'on était capable en même temps de faire face à des situations qui étaient imprévues. Oui, il y avait une certaine prévision du sens qu'on avait des protocoles, des choses comme ça, mais en même temps, on était capable, en claquant de doigts, de dire, là, on se met en place, on met notre cellule de crise et on met nos différents protocoles en action. Donc, je ne dis pas qu'on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, c'est hors de question, mais je pense qu'on a montré la force de l'équipe de la Ville de Baie-Saint-Paul et comme je le disais, les gens me demandaient comment vous avez fait, Monsieur le maire, pour gérer ça, puis tout ça. Puis je mentionnais la même recette. Hein. La première chose, c'est que le grand capitaine doit rester calme. Si la personne qui est à la tête de la gestion de la crise panique, bien, le vent de panique il va se diffuser dans toute l'organisation. Là, les gens vont paniquer. Il faut rassurer nos citoyens également. Si la panique prend dans la population, on n'est pas plus avancé. Il faut s'assurer de bien communiquer. Ça, la communication publique est très importante, voire essentielle dans ce type de moment. Donc, on se doit de bien communiquer le message. On doit bien s'entourer également, hein, puisqu'on ne gère pas une mesure d'urgence, un état d'urgence seul, en solo. Il faut vraiment avoir des gens sur qui on peut s'appuyer, des gens sur qui on peut compter, en fait, qui sont assis auprès de nous et qui formulent des recommandations. Oui, j'ai pris beaucoup de décisions comme maire dans les inondations, mais il y avait des gens de confiance qui étaient à mes côtés qui pouvaient me dire, mais là, Monsieur le maire, on vous recommande ça, tout ça, et je n'ai pas une expertise dans tous les domaines. Donc, oui, je questionnais. Il y a le coordonnateur des mesures d'urgence aussi, le directeur général qui était avec moi. Et toute une pratique pour les prochains événements graves qui pourraient arriver, on ne le souhaite pas. Mettons qu'on avait prévu cette année, là, en 2023, de faire une simulation de mesures d'urgence, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, la simulation qui était prévue à l'automne sera mise de côté et on considère avoir effectué notre travail à ce niveau-là. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir fait le tour de nos dossiers et je vais me permettre de vous souhaiter quelques jours, peut-être quelques semaines de vacances dans le courant des prochains mois. Je pense que c'est bien mérité et je vous remercie beaucoup. Il y a des vacances de prévues. Merci. Bon été. Merci. Une première cuvée Village produite par la cidrerie Les Travaux et les Jours des Éboulements sera disponible à compter du 10 juin. Voici de quoi il en retourne. C'est un vieux poème datant du 8e ou 7e siècle avant notre ère, considéré comme le premier traité agricole qui a inspiré le nom Les Travaux et les Jours à la nouvelle cidrerie artisanale située aux Éboulements. Raphaël et moi, on
On a toujours aimé faire de la bière, même du cidre, comme un peu chez nous, dans notre sous-sol, quand on en avait un dans notre garage. Puis là, à force de se promener dans la région, on a trouvé qu'aux éboulements, il y avait vraiment beaucoup de pommes qui étaient tout simplement pas utilisées. Puis là, le projet s'est un petit peu construit comme ça. On se promenait dans les sentiers. À l'automne, on entendait les pommes tomber. On les voyait pas utilisées. Puis on s'est dit que ça serait vraiment une bonne opportunité de prendre ces fruits-là, puis de les utiliser, de les revaloriser pour faire du cidre avec. Personnellement, c'est les pommes de maison mère principalement qui m'ont incité à aller vers le cidre. Puis cette idée-là de toutes ces pommes-là qui restaient là puis que personne s'en occupait. C'est comme ça que j'ai commencé à toucher au cidre, parce que je faisais beaucoup de bière avant. Mais au-delà de tout ça, je pense que pour ma part, je cherchais aussi un projet agricole, dans la transformation. J'avais envie de quelque chose qui était un rythme différent, que je pouvais joindre à les deux. On a nos emplois temps plein, qu'on pouvait joindre les deux, puis avoir du plaisir, puis développer quelque chose de petit, puis à notre échelle. Fait que je pense que le projet de la cidrerie, c'est un peu présenté par lui-même puis qui correspondait à nos objectifs là, de chacun. Pour l'instant, les 2 hectares de verger près de la cidrerie ne sont pas la source des premières cuvées, car ceux-ci mettront 6 à 8 ans avant de produire suffisamment. Donc nos pommes, on les divise en 2 catégories. On a les pommes qu'on appelle non cultivées, qui sont des pommes qui viennent de pommiers qui ont été plantés jadis, il y a de ça 50, 60, 70 ans. Fait qu'on les retrouve sur les terrains, les terres des fermes, on les retrouve devant les habitations des gens. Donc nous, on se promène quand les arbres sont en fleurs ou quand les arbres sont chargés de pommes, on cogne aux portes, on demande aux gens s'ils utilisent leurs pommes, puis vraiment, de façon assez surprenante, les gens, les utilisent pas beaucoup. Ils en font un peu de la gelée avec, font des choses un petit peu avec, mais ils sont super contents de nous les laisser. Donc, on a environ une trentaine de propriétaires cette année qu'on a visités comme ça. Puis l'autre catégorie de pommes qu'on prend, c'est ce qu'on appelle les pommes férales. C'est des pommiers qui sont retournés à l'état sauvage, qui ont été disséminés par la faune, principalement les ours puis les cerfs ici. Puis c'est des pommiers vraiment qui ont des profils aromatiques complètement différents. Puis là, il faut aller sur les chemins de 4 roues, il faut aller les trouver en forêt, en bordure de champs. L'aspect communautaire prend donc une certaine importance, ainsi qu'un sentiment d'appartenance pour les résidents qui acceptent d'accueillir les cidriers. Ça fait partie de notre identité, je pense aussi, de rendre ça commun d'une certaine façon, puis les gens peuvent s'identifier dans le produit. Essentiellement cueillis aux éboulements et dans les villages avoisinants, les producteurs espèrent pouvoir éventuellement produire une variété de pommes unique à la région. Ici, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, on a parlé des porte-greffes. Et comme Raphaël a dit tantôt, on va venir greffer des pommes qu'on trouve intéressantes qui se retrouvent à l'état sauvage dans Charlevoix. Alors, on va essayer de développer des cultivars de pommes, des éboulements, comme le fait déjà Nicolas Fillon avec Baie-Saint-Pomme, comme le fait aussi un des grands gourous du cidre au Québec qui... Pas peu de gens le savent, mais habite à Petite-Rivière-Saint-François, puis qui a développé par exemple la Douce de Charlevoix, la Bilodeau, tout ça. C'est vraiment dans notre objectif de développer des pommes made in Saint-Irénée, made in les éboulements. C'est ça notre projet avec le verger ici autour de la cidrerie. La première cuvée Village sera disponible dès le 10 juin à la boutique de la ferme Éboulemontaise, détaillant officiel de la cidrerie. L'aménagement du territoire, le nettoyage après inondation et les 40 ans de la MRC de Charlevoix sont les différents sujets que j'ai abordés avec le préfet Pierre Tremblay. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la dernière fois qu'on se voit avant les vacances. On va prendre le temps de faire le tour des dossiers principaux qui concernent la MRC. On va commencer par l'aménagement du territoire. Il y a des consultations publiques qui ont été annoncées qui se tiendraient à l'automne prochain. Il y a présentement un sondage en ligne aussi là, qui est à remplir d'ici le 27 juillet à ce sujet-là. C'est quoi les informations que vous recherchez à travers ces consultations-là pour l'aménagement du territoire? Bien, en fait, j'en profite justement pour l'annoncer que ça a été lancé hier, oui. Jeudi, jusqu'au 28 juillet, en effet. En fait, ce qu'on cherche, c'est connaître un peu le pouls de la population par rapport à l'exploitation de la zone forestière. Quand je parle d'exploitation, c'est pas seulement que par rapport au bois, c'est par rapport à l'usage et par rapport au lotissement. Alors, depuis quelques années, on remarque qu'il y a eu beaucoup de personnes ou de promoteurs qui veulent construire, profiter des espaces. Oui. Alors, ces espaces-là, bien, ils ont besoin... En fait, la MRC a besoin de connaître vraiment le pouls de la population et des organismes aussi pour... Ça serait quoi l'objectif
dans les 10 ou 20 prochaines années par rapport à l'exploitation, au zonage et à l'usage. Tout ça dans le but de faire un nouveau plan d'aménagement, si je comprends bien? En fait, le plan d'aménagement va être revisé. Okay. Alors, cette partie-là, on pourra inclure certains critères particuliers par rapport à l'usage. D'accord. Et aussi, on a essayé d'inclure la zone de villégiature aussi. Alors, les gens pourront porter une attention particulière lors de ce sondage-là. Et aussi, même, on peut accepter les mémoires aussi de différents organismes. Est-ce que tout ça, dans le fond, ça s'inclut dans la résolution de contrôle intérimaire qui avait été votée? C'est-tu la suite là, des études qui se faisaient dans ce contexte-là? En fait, le contrôle, c'était pour empêcher justement le lotissement et, en fait, régir le lotissement et l'usage, les nouveaux usages, jusqu'à temps qu'on puisse porter un jugement à la suite de ce sondage-là. OK. Et il faut comprendre aussi qu'il y aura 4 consultations publiques dans les 4 municipalités principales qui ont une zone forestière. Alors, les Éboulements, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain et Petite-Rivière-Saint-François. Oui. Donc là, je comprends en fait que le RCI qui avait été voté en avril, si je ne me trompe pas, c'est pour 90 jours. Donc, on comprend que ça va perdurer. Oui, en fait, la première résolution, c'est le 8 février. OK. On avait 90 jours pour approuver un règlement. Oui. Le règlement est approuvé, mais il faut avoir la conformité. On attend la conformité du ministère des Affaires municipales à ce niveau-là. Alors, la résolution continue de prendre effet jusqu'à temps qu'on ait la conformité, l'acceptation par rapport au ministère des Affaires municipales. Puis c'est basé sur quoi, cette conformité-là? C'est quoi qui... C'est surtout par rapport à la loi de l'aménagement puis de l'urbanisme dans laquelle on fait partie et qu'on est régi. Oui, d'accord. On ne parlera pas de la RCI sans parler du Géolagon, évidemment. Ça avait un peu été l'étincelle là, de cette réflexion-là. On fait face à un promoteur qui est décidé, qui est persistant. Est-ce que les décisions par rapport à ça, finalement, ça découle encore là, de cette conformité-là du gouvernement que vous attendez, ou y a-t-il quelqu'un qui va trancher à un moment donné? En fait, pour l'instant, nous, on n'a pas de projet encore bien défini. Il faut bien comprendre que ça faut d'abord que le promoteur s'adresse à la municipalité avec un projet X ou Y, modifié ou pas modifié, avec toutes les informations, dedans, le zonage, l'usage, etc. Et si c'est conforme à la réglementation municipale, normalement, il faut vérifier au niveau de la MRC si c'est conforme. OK. Alors là, actuellement, on n'a pas de projet sur la table qui est à la MRC et je ne sais pas s'il y en a un à Petite-Rivière-Saint-François. Est-ce que ça pourrait passer par Petite-Rivière sans que la MRC ait à donner son accord? Il faut absolument. Même si c'est conforme, à la réglementation de Petite-Rivière-Saint-François, il faut que ça revienne quand même pour une vérification au niveau de la MRC. Il faut que tout le monde s'entende, finalement. Exactement. Est-ce que je comprends aussi que le fait qu'on n'ait pas les fameux secrets là, professionnels, industriels du projet, est-ce que c'est ce qui freine principalement la présentation du projet? Bien, j'imagine que c'est lui qui peut vous répondre dans ce cas-là, parce que nous, tout ce qu'on... Pour vous, il ne sait pas assez. Pour nous, c'est pas juste une question de carbone neutre, c'est une question d'usage. Alors, c'est ça qu'il faut vérifier. D'accord. On va parler maintenant des inondations. On ne pourra pas passer à côté. On est beaucoup là, dans le questionnement présentement par rapport à la rivière, qui a plusieurs déchets au travers, de Catabatic qui a déjà commencé à faire des corvées pour ramasser tout ça. On essaie de comprendre, c'est la responsabilité de qui, de ce qu'on comprend. Là, de notre côté à TVCO, on vous a déjà contacté à la MRC. On a contacté aussi la Fondation Rivière, où on comprend que finalement, c'est la responsabilité des propriétaires riverains en partie, de tous et chacun, finalement. Il n'y a personne qui a l'obligation légale de nettoyer la rivière. Par contre, dans un contexte comme celui-là, comment ça se passe présentement dans la région? Tout le monde est concerné, finalement. Oui, en fait, tout le monde est concerné, puis tout le monde est conscient de le besoin d'essayer de ramasser un peu qu'est-ce qu'il y a sur les berges. Alors, on est en collaboration étroite avec la ville de Baie-Saint-Paul par rapport à l'aménagement ou par rapport à la réglementation, mais comme vous dites, vous l'avez bien exprimé, il n'y a pas de responsabilité particulière ni pour la MRC ni pour la ville. C'est du volontariat. Alors, le volontariat, il y a quand même, on va travailler avec la ville. Puis d'ailleurs, notre service d'aménagement travaille régulièrement avec pour vraiment vérifier les possibilités d'aller chercher
les résidus ou quoi que ce soit qui sont sur les terrains privés, les déplacer, et puis même nous aussi avec la MRC, bien, avec d'utiliser pour les récupérer, pour pas que ce soit disposé de n'importe quelle façon. Déplacer les déchets vers les centres. Soit au centre à Saint-Urbain, ou encore vraiment les transporter pour l'enfouissement au besoin. Alors, je pense qu'il y a déjà on collabore avec tous les organismes pour essayer une forme de collaboration, de communication entre tous ces organismes-là. C'est là qu'on aide. Il faut mentionner aussi quand même que la MRC s'est impliquée lors vraiment des inondations. Là, Il y avait une quinzaine de personnes de la MRC qui ont travaillé en coopération avec tous les intervenants. Et aussi, au dernier Conseil des maires, le Conseil des maires a accordé 15 000 $ pour aider les sinistrés de la ville de Baie-Saint-Paul. On a accordé 15 000 $ à ProSanté. Au fonds qui est administré par ProSanté. Exactement. Je vous pose un peu la même question par rapport aux boues qui sont contaminés là, dans les quartiers les plus touchés. On en entend de plus en plus parler. On se pose beaucoup de questions sur la salubrité. Est-ce que la MRC a un pouvoir ou peut faire quelque chose là, pour participer à rendre ces lieux-là déjà plus sains? Mais on se pose aussi la question par rapport à la préservation du patrimoine de ces quartiers-là qui sont importants. Par rapport au patrimoine, on a déjà un inventaire. Alors ça va être utile aussi pour les propriétaires ou autant pour la ville ou lorsqu'il y aura décision de construction, le type de construction ou encore la démolition, on ne souhaite pas. À ce niveau-là, on est en étroite collaboration encore avec la ville parce qu'il y a des inspecteurs et aussi le ministère de la Sécurité publique. Alors, c'est une responsabilité qui est partagée et non pas juste pour la MRC. Exactement. Puis au niveau de la santé, est-ce que là, la MRC a un le rôle qu'on peut jouer, c'est être en communication avec le CIUS parce qu'il y a une responsabilité par rapport à la santé publique. Exactement. D'accord. Finissons avec les festivités du 40e anniversaire de la MRC. Ça prouve l'importance, finalement, la pertinence de ces organismes-là. Est-ce qu'on a des faits saillants de ces 40 dernières années-là? Bien, en fait, ça a évolué beaucoup depuis... en fait, 40 ans, c'est normal que ça évolue, mais on parle de plus en plus, depuis les 20 dernières années, une responsabilité de collaboration. Ça, c'est entre les municipalités. Et déjà, par exemple, le service de prévention d'incendie, c'est le service de Baie-Saint-Paul qu'on utilise pour coordonner toutes les autres municipalités, par exemple. Il y a aussi, par exemple, le matière résiduelle. Alors, c'est nous qui avons pris la responsabilité, le transport collectif. Alors, vous voyez que ça a évolué dans le temps. Et en 2015 aussi, notre service de développement économique a été mis sur pied à la suite de l'abolition du CLD. Alors, ça a été important. J'ai juste regardé, durant la pandémie, le service a été mis en application, puis ça a donné des résultats très concrets et très rapides aussi pour nos entrepreneurs. Alors, ce qu'on croit, nous, c'est transmettre les besoins des citoyens à travers notre MRC. C'est bien une municipalité régionale de comté. Alors, il y a 6 municipalités. Et je vous assure que la collaboration existe et c'est très intéressant. Comme un lien à travers les différentes municipalités. Exactement. C'est toujours avec quand même, on parlait du schéma d'aménagement, c'est un peu notre document de base sur lequel on doit travailler. Usage, comme on expliquait tantôt, zonage, etc. Alors, l'objectif, c'est... puis on est de plus en plus innovant, je pense, à ce niveau-là. Mais merci beaucoup, M. Pierre Tremblay. Merci. Bonnes vacances. Merci. Merci à vous aussi. L'inauguration officielle du nouvel aréna Luc et Marie-Claude aura lieu en septembre prochain avec la tenue d'un match spécial opposant les anciens du Canadien de Montréal à la formation Hyundai Jean-Roch Thibault. Le maire de Baie-Saint-Paul et les différents partenaires ont profité de cette annonce pour faire le point sur la campagne de financement actuellement en cours. Martin Ouellette était sur place. C'est un aréna, un bâtiment qui est à la fine pointe de la technologie, un bâtiment également qu'on voulait qu'il soit en mesure de répondre aux différents besoins populationnels. Ce n'est pas un bâtiment qui est exclusivement pour les jeunes. Ça sert pour nos aînés, ça sert pour différents groupes de la population. Donc, c'est un bâtiment qu'on a une grande fierté à la ville de Baie-Saint-Paul d'avoir ce nouvel équipement sportif qui est au goût du jour et également qui fait un pas de plus dans le développement durable. On veut le préserver dans cet état encore pour plusieurs années. La campagne de financement nous le témoigne, que les gens ont été derrière nous. Là, on parle, au moment où on se parle d'un demi-million, de 500 000 $ qui ont été amassés. L'objectif étant de 600 000. On va continuer encore. Il reste un 100 000
à aller chercher. Je suis convaincu qu'on va l'obtenir. Je vais laisser les deux personnes également qui m'accompagnent et dont je remercie Sébastien d'avoir accepté la présidence là, de la campagne de financement. On a du bon travail d'effectuer et Philippe également qui a été là, quand même impacté positivement là, avec tout le projet d'Arena. Philippe est arrivé à la ville il y a environ 1 an et demi et lorsqu'il est arrivé, c'est le projet d'Arena qui débutait. Donc, il y a eu quand même plusieurs réunions, plusieurs décisions à prendre. Ça a été là, un beau projet et on va conclure le tout avec l'inauguration officielle là, du bâtiment qui aura lieu le 23 septembre prochain. C'est une inauguration qui va avoir lieu en grande pompe. On est bien fiers là, de dire qu'on va marquer ce moment d'histoire. Hein. On n'inaugure pas un bâtiment comme celui-ci là, au quotidien. Et en même temps, comme les gens de Baie-Saint-Paul ont un sentiment d'appartenance élevé, on veut vraiment que cette journée-là soit marquée dans la mémoire, autant des aînés, autant des enfants, autant des adolescents. Donc, ce sera une journée pour tout le monde. Le président de la campagne de financement, Sébastien Thibault, est confiant de réussir à atteindre l'objectif de 600 000 $. Je pense qu'on a un bel équipement. Puis je pense que les gens, les entreprises de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix ont bien répondu. On va travailler. Il nous reste quelques petits... on a commencé à vendre dans les murs de l'Arena de chaque côté visiteur local. Vous allez voir 2 entreprises qui sont déjà Construction Éclair et Valeur Mobilière Desjardins David-Turcotte. Mais il reste 4 autres places que je pense qu'il y a un beau positionnement. Plus vers la chambre des joueurs en bas, il va y avoir d'autres choses qu'on va travailler. Et on m'a mentionné tantôt que Gaston Duchesne était un très bon vendeur de bancs. Mais il en reste 140 à vendre. Donc là, ce que c'est qu'on m'a informé, c'est qu'on donne à la population de Baie-Saint-Paul jusqu'à l'occurrence le 30 juin. Par la suite, il y a des entreprises qui ont manifesté l'intérêt de s'acheter un banc, peu importe où ce qui sera dans l'aréna. Mais là, dites pas que je ne le savais pas. Vous avez jusqu'au 30 juin, si vous ne l'avez pas fait, soit vous vous présentez à la ville, c'est bien ça, Philippe? Sinon, vous pouvez m'appeler ou en tout cas, on va vous aider à vous accompagner pour mettre votre nom sur un banc. Par le site web, ça se fait super bien aussi. Par le site web aussi. Donc, sinon, on va solliciter des entreprises qui disent « Je ne veux pas mettre 1000 $, mais j'achèterai mon banc à l'aréna. » Donc, ça va, d'après moi, par la suite, si on débloque ça aux entreprises, ça va s'envoler comme des petits pains chauds. Philippe Dufour, le directeur des loisirs de la Ville de Baie-Saint-Paul, présente le programme de cette journée spéciale du 23 septembre prochain. 23 septembre prochain, un gros événement. On est en train de finaliser la programmation à l'heure actuelle. On peut déjà vous mentionner qu'en début de journée, en avant-midi, il y aura l'inauguration de l'œuvre d'art de l'Arena qui est installée prochainement. Donc, l'inauguration qui a été réalisée par l'artiste Mme Hélène Rochette sera inaugurée lors de cette journée-là. Il y aura aussi là, une partie là, qui sera réservée aux partenaires financiers, à tous ceux qui ont participé à la réalisation du projet et également aux municipalités qui participent au bon fonctionnement de l'Arena dans le supralocal, qui seront invités là, en matinée pour l'inauguration. Il va y avoir aussi beaucoup d'activités là, qui vont nous amener jusqu'à 15 heures, là, qui sera le début du match officiel. Dans l'après-midi, on peut déjà vous annoncer aussi qu'il va y avoir une clinique pour les joueurs de la région. Donc, une clinique qui sera donnée par les anciens Canadiens, là, une clinique de hockey pour parfaire ces techniques. Il va y avoir une période d'inscription là-dessus pour les jeunes de la région. Pour ce qui est des billets, ils vont être en vente au coût de 10 $. On tenait ça important de laisser ça très accessible à la population. Ce sera gratuit pour les jeunes de 5 ans et moins. Pour ce qui est de la vente des billets, toutes les procédures quant à la vente sortiront dans les prochaines semaines. Je peux déjà vous dire qu'il y aura 2 façons d'avoir des billets. Il y aura une sortie en ligne qui débutera cet été. Donc, vous pourrez acheter vos billets en ligne via le site Internet de la Ville. On va vous partager les informations bientôt. Il y aura aussi des billets physiques qui seront dans différents points de vente qui restent à confirmer aussi un peu partout dans Charlevoix. Donc, il sera possible pour vous de vous rendre dans les points de vente les plus proches de chez vous pour faire l'achat de vos billets. Les informations vont sortir d'ici la fin juin pour ce qui est de la vente. À la suite de l'événement, lorsque le match sera terminé, il y aura aussi une période de signature, une période de photographie avec les anciens Canadiens et on aura une petite célébration, formule tailgate à l'extérieur. Pour ceux qui ne savent pas, on aura un chapiteau, un spectacle musical, des barbecues, des kiosques de nourriture qui seront dehors. Donc, les gens auront la possibilité de rester là, pour discuter avec les anciens joueurs, profiter de leur présence pour une photo, puis profiter aussi d'une période d'autographe. L'argent de la campagne de financement servira à bonifier l'expérience des visiteurs.
La campagne de financement, ça a été apporté en marge du projet de l'Arena, donc le projet total qui vient vraiment bonifier ce qu'on va apporter au niveau du projet, qui n'était pas couvert nécessairement ou admissible pour les différents fonds de subvention. Donc là, en ce moment, ce qu'il y a de prévu, c'est que ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir de l'argent qui va être rétribué à nos organismes locaux. Patinage artistique, hockey mineur, qui vont être à chaque année, là, eux, ils font différents programmes, ils font différents financements là, pour leurs activités quotidiennes, leur roulement. Il y a de l'argent qui va déjà être distribué à nos organismes locaux. Il va y avoir un fonds qui va être disponible pour les projets en lien avec l'Arena. Donc, les organismes vont pouvoir faire différentes demandes pour des projets qui leur tiennent à cœur. Puis, le gros du montant va aussi pour bonifier l'expérience, puis au niveau de la population, au niveau de l'Arena, notamment pour le restaurant. On a des modifications, des modernisations à faire, tableau d'affichage, modernisation à faire, chambre de joueurs, on veut apporter de l'équipement pour les entraîneurs, on veut apporter de l'équipement aussi audiovisuel. Donc, c'est pour bonifier l'expérience de l'Arena. De plus, les organismes qui utilisent l'Arena, comme par exemple le club de patinage ou encore le hockey local, recevront chacun l'équivalent de 10 % des sommes amassées par cette campagne de fonds. Et le maire, Michael Pilote, rappelle quel était le but précis de cette campagne. J'avais mentionné initialement, lorsqu'on a procédé au lancement de la campagne, le but n'était pas de payer du béton. Hein. Ça, il y a un règlement d'emprunt qui fait déjà l'objet de la chose. Et ça, c'est l'apport qui revient à la Ville de Baie-Saint-Paul. Bien, ça, via le compte de taxes des citoyens, bien, ça y revient. T'sais, on se souviendra que dans le projet de l'Arena, il y a plus ou moins 28 % là, du projet là, qui est à la charge des citoyens de Baie-Saint-Paul. Et ça, c'est via le compte de taxes. Ce qu'on voulait avec la campagne, c'est d'aller agrémenter l'expérience là, des gens qui passent dans le bâtiment. Et on l'a mentionné tous les trois tantôt, les commentaires envers l'Arena sont magnifiques. Les gens disent tous que c'est pas gênant de recevoir des gens ici. Et ça, quand on dit que c'est pas gênant, ben oui, il y a le béton, il y a le bâtiment, la luminosité, tout cela, mais il y a aussi des petits plus, comme on peut dire, des divans, des choses comme ça. Puis ça, c'est avec ça, la campagne, vraiment, qu'on va être capable d'augmenter l'expérience client, mais c'est vraiment pas pour payer le bâtiment dans son entièreté. Le personnel de soutien du Centre de services scolaires en Charlevoix est épuisé et plusieurs menacent de quitter leur poste. C'est ce que révèle un récent sondage fait par la Fédération des employés de services publics de la CSN. J'ai rencontré Vanessa Harvey pour en discuter. Vanessa Harvey, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes présidente du syndicat des employés de soutien scolaire pour le Centre de services scolaires de Charlevoix. En janvier dernier, il y a 38 % de vos membres qui ont répondu à un sondage au sujet de leur réalité au courant des 6 derniers mois. Premièrement, qui est le personnel de soutien que vous représentez? C'est quoi les postes qui sont question ici, là? Souvent, quand on entend école, ça rime souvent avec enseignant. Oui. Mais souvent, on travaille dans l'ombre, nous, le personnel de soutien, sauf qu'on est des piliers aussi, qui sont autant importants que les enseignants dans les écoles. Ça représente la première personne souvent que les enfants vont voir à l'école en arrivant le matin, c'est ça, les éducatrices en service de garde. Okay. Quand on a motivé une absence pour notre enfant, c'est le secrétariat, les techniciens en informatique, les gens qui font l'entretien ménager aussi de nos établissements. C'est tout le genre. Je pourrais les en nommer, on a 80 corps d'emploi là, dans nos activités. Bon, puis au niveau du sondage, il y a certaines inquiétudes qui sont ressorties de ce sondage-là. Quels ont été là, les points les plus marquants? Bien, moi, ce qui m'a frappé vraiment, puis en même temps, ça a fait du bien de voir, bien, pas du bien, mais dans le fond, de constater que ce qu'on voit sur le terrain, bien, c'est vraiment la réalité qui est ressortie dans ce sondage-là. Dans le fond, c'est que la violence fait une partie intégrante là, maintenant, là, malheureusement, de notre quotidien. Pour le personnel de soutien. Que les tâches de violence sont psychologique, physique aussi? Physique, psychologique, oui. Souvent au niveau de l'adaptation scolaire, donc les éducatrices en service de garde ou les éducatrices spécialisées qui se font crier après, se font menacer, des insultes aussi au niveau des parents, des menaces de se faire frapper. C'est pas juste de la part des élèves, c'est toute la sphère autour aussi, là. Les secrétariats, des fois, souvent, c'est ça, c'est des menaces des parents quand ils sont mécontents, quand ils appellent. Donc, c'est triste à voir ce travail-là qu'on fait avec cœur. Oui. Puis il y a une fatigue qui s'accumule aussi, c'est ça qu'on remarque, là. Oui. Vraiment, il y a des conditions de travail. On souligne que les conditions de travail sont favorables à ce mauvais climat-là, si on veut. Est-ce qu'il y a des conditions particulières qui ont été identifiées là, qui font en sorte que c'est plus difficile pour le personnel de soutien?
Ben, dans le fond, ce qui a été relevé dans le sondage, c'est que c'était variable, surtout au niveau de l'administration, tout ce qui est administratif, c'était variable beaucoup selon le moment de l'année. Il y a eu beaucoup d'ajouts de tâches aussi. La pandémie a joué un rôle là-dedans aussi. Il y a eu d'augmentation de la tâche envers les secrétaires. Les secrétaires, il faut qu'ils priorisent les tâches qu'ils doivent faire parce que selon les courtes échéances qu'ils ont pour faire le rendement de leurs tâches. Il y a peu de remplaçantes aussi au niveau des TES, au niveau du service de garde. Ça pèse lourd aussi quand on doit s'absenter puis qu'on sait que l'enseignante n'aura pas de support pour les élèves avec qui elle travaille. Il y a tout le temps une répercussion sur quelqu'un d'autre qu'on considère. C'est interrelié, donc là, souvent on n'est pas capable de se faire remplacer. Là, on se sent mal de prendre congé, et là, ça devient... Puis j'imagine qu'un coup en congé, c'est dur de déconnecter aussi. La tête reste quand même au travail. Oui, parce que souvent, la secrétaire n'est pas remplacée, donc quand elle va revenir, ben, il va y avoir une surcharge de travail. Tandis que la même chose au niveau des concierges, au niveau de l'informatique, quand ils doivent s'absenter, il n'y a personne qui remplace leur travail. Donc quand ils reviennent, ben, il y a une surcharge. La surcharge, est-ce qu'elle est liée à un manque de personnel principalement? Ça, c'est certain. Ou c'est vraiment une structure organisationnelle qui est à repenser? Ça, c'est certain que la pénurie de main-d'œuvre, on n'y échappe pas. Là. On fait partie du lot, nous aussi. Là. On n'est pas à l'abri de ça. Les conditions de travail font en sorte aussi que maintenant, le public est aussi en rivalité avec le privé. Donc, le privé peut être intéressant. D'ailleurs, dans le sondage, là, j'ai les chiffres, là, mais il ressortait aussi qu'il y a des gens qui s'étaient fait offrir des nouveaux emplois là, au niveau de la région. Là. Donc, il faut être plus attractif, il faut retenir notre personnel, il faut faire en sorte que les gens aient le goût de revenir, de travailler au public, parce qu'avant, c'était bien vu de travailler au public. Maintenant, le privé prend une grande place là, sur le marché du travail. Est-ce que depuis les premiers signes là, de ce mal-être-là, si on veut, est-ce qu'il y a déjà des solutions qui ont été proposées du côté du ministère? Y a-t-il une volonté d'améliorer les choses ou c'est plutôt tranquille? C'est plutôt tranquille. Les négociations, on dirait qu'on veut nous faire mal paraître au niveau sur la place publique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui travaillent dans les écoles ont tous une volonté, une soif de vouloir venir en aide à ces élèves-là, quel que soit le corps d'emploi. De travailler avec des enfants, c'est toujours des petits rayons de soleil, là, ces enfants-là. On les aime. C'est un travail qu'on fait parce qu'on les aime, Avec cœur, exactement. Donc, c'est sûr que nous, de notre côté, au niveau revendication, il y a des propositions qui ont été faites au niveau du ministère. Puis, tu sais, il ne faut pas le prendre pour acquis non plus qu'on est contre le centre de service ou contre nos patrons immédiats. C'est bien au contraire. On veut que ça se passe bien et que tout le monde ait le goût de venir travailler. Donc, c'est plus au niveau du ministère là, que ça bloque. Là. OK. Il y a votre collègue Barbara Poirier, qui est la présidente de la CSN, qui a mentionné de son côté dans un communiqué que c'est les gens sur le terrain, en fait, qui détiennent les solutions et non des gens isolés dans leur bureau au ministère. Est-ce qu'on comprend qu'il y a déjà des solutions que vous avez en tête qui pourraient être appliquées? Bien, le cahier de revendications est tellement des choses qui devraient aller d'emblée. Établir des ratios pour des secrétaires d'école, une secrétaire d'école qui a 300 élèves versus une autre école, un autre acte d'établissement qui peut avoir 60 élèves. La charge de travail c'est pas la même. Justement, prévoir des dispositions concernant la violence physique et psychologique faite par les élèves. Donc, il y a des choses qui sont prévues dans notre cahier de négociation pour ça. Baliser les pauses, justement, s'assurer que les gens prennent leurs pauses. C'est tellement simple. Prévoir des ratios pour les services de garde. Souvent aussi, ce qui arrive, c'est qu'au niveau du service de garde, quand les élèves transfèrent au service de garde, le soutien qu'ils ont en classe ne suit pas nécessairement. Donc, les éducatrices en service de garde se retrouvent avec des élèves qui ont des défis, des difficultés, mais ils n'ont pas le suivi nécessaire qui vient avec. Donc, on s'est revendiqué aussi que les élèves à défis aient leur soutien aussi au niveau les suivent. Oui, bien sûr. Ils ne guérissent pas en traversant la porte. Non. Ils sont malades, mais Donc, vous êtes présentement en négociation, justement, pour le renouvellement là, de vos conventions collectives. Donc, j'imagine que ça fait partie de vos demandes. Est-ce que vous attendez à ce que tout puisse être accepté? Est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute? Comment ça se passe pour le moment?
Je sais que justement aujourd'hui, le secteur scolaire était en négociation avec du côté patronal. On souhaite, c'est ce qu'on souhaite, là, de ne pas se faire comme la dernière convention, puis d'être. Là, on est déjà. La convention d'abord est déjà échue. Oui. Elle a été échue le 30 mars dernier. OK. Donc, on est encore en arriérage par rapport à ça. Donc, on souhaite vraiment que ça se règle là, d'ici quelques mois. Là, oui, le plus rapidement possible, bien sûr. Pour terminer, on a parlé des actes d'établissement, justement. C'est quelque chose qui est particulier à certaines régions, comme ici dans Charlevoix. Comment ça fonctionne? On comprend que le personnel de soutien, donc, il n'est pas attribué à une seule école. C'est bien ça? Non, effectivement. Dans le fond, sont appelés à se promener sur le territoire. Une secrétaire peut avoir 2 écoles à sa charge. Les techniciens en informatique se partagent souvent le territoire Est-Ouest. Au niveau, comme par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme autre? Les concierges sont pas mal toujours dans les mêmes établissements. Les techniciens en organisation scolaire aussi qui forment tout ce qui est horaire de travail pour le reste du personnel? Oui, c'est ça. Dans le fond, ils sont souvent appelés à se promener. À se déplacer d'une école à l'autre. Donc, j'imagine que ça aussi, c'est une couche de plus. Au niveau des ratios, ça doit venir un peu modifier ce qui est acceptable ou non. Là. Ben oui, c'est en plein ça. Ben oui. Donc, Vanessa Harvey, merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un peu la situation. On va vous souhaiter que vous puissiez avoir de meilleures conditions de travail puis garder notre personnel de soutien si important. Oui, avec en même temps, c'est ça. Puis c'est la relève de demain avec qui on travaille. Là. On en a besoin, ça c'est sûr. Oui. Merci beaucoup. Merci. Le bingo de la solidarité organisé par TVCO de concert avec CIHO a permis d'amasser plus de 22 000 $ qui ont été remis cette semaine au Centre communautaire ProSanté. Voici notre reportage. Les organisateurs du bingo, représentés par Martin Ouellette et Nelly Chauveau pour TVCO et Mélissa Girard pour CIHO, ont remis un chèque symbolique de 22 260 $ à José Courtemanche et Guylaine Corriveau du Centre communautaire ProSanté. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Annie Bouchard, directrice générale, comment allait fonctionner le Fonds de solidarité pour les sinistrés. Annie Bouchard, bonjour. Bonjour. Ça fait quand même beaucoup d'argent qui a été versé au Fonds des sinistrés. Est-ce qu'on peut savoir le montant? Écoute, le montant, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'annonces, il y a déjà argent de rentrée. Il y en a d'autres que les événements, c'est pas terminé. Fait que tant que toutes les campagnes ne sont pas terminées, j'annoncerai pas de montant. Je vais l'annoncer plus en conférence de presse pour que tout le monde ait le même montant en même temps. Est-ce qu'on a une idée de comment ça va fonctionner? Écoute, c'est sûr que ce ne sera pas... Nous, le Centre communautaire, on a décidé de le point de chute quand il y a plein de levées de fonds qui se sont faites, puis on ne voulait pas que les argents aillent un peu partout. Fait qu'on a été le lieu où c'est le point de chute. Par la suite, il va y avoir un comité de formés. Là. Entre autres, j'ai déjà interpellé mes municipalités, puis il va y avoir d'autres mondes sur le comité. Et on va décider des critères, parce qu'on ne peut pas donner des montants comme ça aux gens. Parce que si on fait juste donner des montants, les aides gouvernementales vont être coupées du montant qu'on va donner aux gens. Donc, il faut prendre le temps de le faire. D'ailleurs, on est en lien avec la Croix-Rouge pour qu'ils nous guident et nous conseillent à travers tout ce phénomène-là. Parce qu'on s'entend que c'est nouveau pour nous. Là. Un fonds comme ça, je pense pas que dans Charlevoix, il y a quelqu'un qui a déjà géré ce type de fonds-là. Est-ce qu'on a une idée des délais que ça va provoquer? Je ne sais pas. C'est sûr que c'est pas demain matin qu'on va le faire, mais on va le faire selon, là, de toute façon, les gens, il y en a quelques-uns qui vont commencer sûrement à reconstruire, mais il y a des choses aussi qui sont pas payées par les aides gouvernementales, puis c'est plus là qu'on veut aller. Là. Est-ce qu'à ce moment-ci, vous avez déjà une idée des besoins et des choses qui vous ont été demandées par rapport aux dons que vous avez reçus? Non, pas encore. Fait que, donc, les sinistrés ne sont pas non plus à cogner à la porte pour vous demander de les soutenir, là, présentement? Bien oui, on les soutient au niveau alimentaire, vestimentaire, un peu matériel, là, des choses qui ont perdu, des choses comme ça. Ça, oui. Ça, nous, depuis, je dirais, pas la première semaine, là, mais dès la deuxième semaine, on avait eu des demandes. Puis on continue de les soutenir, ces gens-là, puis on est présents. Fait que, tu sais, cet argent-là, quand les dons sont faits pour le fonds sinistré, ça va être uniquement pour le fonds sinistré. Le Centre communautaire, on continue de faire tout ce qu'on a toujours fait. Donc, il faut faire la distinction. T'sais, les gens qui nous donnent des sous pour le fonds sinistré, ça ne va pas pour la banque alimentaire ou l'aide vestimentaire. Ça, c'est vraiment notre mission, notre budget qu'on a habituellement, là, qui continue
de tout simplement soutenir les gens qui en ont besoin. Et en terminant, comment vous avez trouvé l'élan de solidarité qui a fait en sorte que vous avez eu plusieurs dons ici? Est-ce qu'il y a un qualificatif pour ça? Il y en a juste un. Wow! C'est vraiment ça. C'était incroyable, là, toute la solidarité qui s'est... Puis, tu sais, là, vous entendez les montants qui sortent d'un peu partout. Moi, je sais qu'il y en a qui sont encore à venir. C'est qu'il y a des gens qui m'ont sollicité, est-ce qu'on peut parler au nom du Fonds sinistré du Centre communautaire? Donc, moi, je leur donne les autorisations. Donc, la générosité, tu sais, on l'a vu depuis le début, là, mais c'est pas juste au niveau monétaire, mais c'est au niveau de tout. C'est juste voir. Alors, on a bien hâte d'avoir le montant total, puis on vous dit poursuivez votre beau travail, Annie. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.